Bonsoir et bienvenue dans l'Afia Hebdo, votre émission préférée, émission politique, en tout cas toute la semaine, que vous attendez toute cette semaine, qui s'appelle donc l'Afia Hebdo, une émission hebdomadaire qui traite de l'actualité politique en général du Mali. Alors nous allons recevoir sur ce plateau Annassa Ahmadou Meiga, qui est militant politique du parti ASMA. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Nous avons également sur ce plateau Abidina Karambe, qui est le président de la jeunesse du parti ASMA. Merci beaucoup Karambe. Merci. Alors nous allons ensuite recevoir sur ce plateau Abdelaziz Oumar Diallo, qui est analyste politique. Merci beaucoup Abdelaziz d'avoir accepté notre invitation. C'est très normal. Alors, nous allons ensuite recevoir sur ce plateau Mahmoud Ould Abdraman, qui est le président du collectif des jeunes arabes pour le développement, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup et à vous également d'être sur ce plateau avec nous. C'est également moi de vous remercier. Merci et bienvenue. Voilà, donc on va essentiellement parler de ce décès, de cette disparition, de cette triste disparition de l'ancien Premier ministre Soumaïla Boubaye Meiga qui nous a quittés le lundi dernier. Et aujourd'hui, à la fin de cette émission, nous aurons également l'occasion de parler certainement de la situation politique du pays, notamment ce sommet de la CEDEAO, de la durée de la transition qui aujourd'hui toujours il n'y a pas, en tout cas pour le moment, toujours pas de consensus là-dessus. Annassa Meiga, qu'est-ce que vous retenez de Soumaïla Boubaye Meiga? D'abord, salutations à tous vos téléspectateurs. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de ce grand homme. Soumaïla Boubaye Meiga, ce que je retiens, c'est surtout le militant. En un mot, ce fut un grand militant. Et de son plus jeune âge jusqu'à son dernier souffle, il est resté fidèle à ses convictions de militant. D'abord militant studientin, et après militant syndicaliste, et à la fin militant politique qui l'a conduit au triste sort que nous avons connu. Et c'est vraiment ce mot qui qualifie l'homme, un militant pour ses convictions, un combattant aussi qui a combattu la dictature, qui s'est battu pour des libertés fondamentales et qui aussi à un moment donné s'est retrouvé dans la politique, à gérer des hautes fonctions de ce pays et qui a aussi relevé de grands défis. À un moment donné, c'était l'homme à tout faire. C'est lui qui devait avoir le dos large et souvent très large aussi pour endosser certaines responsabilités, même si ce n'était pas directement lui le responsable. Ok, très bien. Alors, Monsieur Karambe, vous qui êtes le président de la jeunesse du parti ASMA, vous parlez en tout cas un grand homme, un homme de valeur pour vous. Et concrètement, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce temps? Ok, merci. Je remercie votre studio, Télé l'Afia, d'avoir initié ce débat pour nous permettre vraiment de dialoguer avec le grand public. Et ceci étant, je m'incline tout comme mon frère à la mémoire de notre président. Et ce que moi je retiens, parce que je l'ai côtoyé de façon très proche, c'était un grand commis de l'État, un grand serviteur de l'État. Il portait en lui le Mali. Donc, c'était un homme patriote qui, quand même, avait beaucoup à donner à son pays. Et à chaque occasion, il aimait nous rappeler que dans tout ce que nous faisons, de privilégier l'intérêt supérieur, l'intérêt général. Et que ce pays, ce que ce pays nous a donné, nous ne pourrons jamais le rendre. Et à chaque occasion, il le rappelait, la jeunesse, si vous voulez être des leaders de demain, ayez l'amour de votre parti et de votre pays. Donc c'était un homme qui avait une vision claire, un patriote, un combattant de la liberté, un combattant également pour la démocratie. C'était un homme calme, serein,
imperturbable et qui aimerait chaque fois faire face aux défis. Et il disait à chaque fois, si un homme ne rencontre pas de défis devant lui à surmonter, c'est qu'il n'est pas venu au monde pour se battre. Donc le défi pour lui fait partie de l'homme lui-même. Et à chaque défi, il faut transformer ça en une opportunité, avancer la tête haute. Il disait chaque fois, fort de ses convictions. Et quand il nous quittait, personnellement, je l'ai eu à les rencontrer. Il dit, l'héritage que je laisse, c'est que vous devez croire à la volonté divine et accepter le sort que Dieu a voulu que ça se fasse. Mais qu'il est sûr d'une chose certaine. Il est parti suite à la convocation de la Cour suprême librement. Et aujourd'hui, c'est son corps qu'on nous a remis. Et dans son lit, il disait, il voudrait assez que la justice se fasse pour qu'on distingue le vrai de l'ivraie, pour que ses héritiers, sa famille biologique et sa famille politique puissent marcher la tête haute. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne saura pas toute la vérité. Il part avec lui sa part de vérité. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'était une présomption d'innocence. Donc nous, c'est avec un cœur maîtris, mais nous sommes dans son école et nous gardons beaucoup de souvenirs. Il nous a beaucoup parlé. Merci. Okay, très bien. Abdelaziz Oumar Diallo, vous, peut-être que vous ne l'avez pas côtoyé de près, je ne sais pas, mais de loin, qu'est-ce que vous avez retenu de ce temps? Oui, avant de répondre à la question, je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille biologique du défunt, ainsi qu'à sa famille politique. Soumaïlou Boubeye Maïga, c'est triste, moi quand je parle de lui, les conditions dans lesquelles il a rendu là, il ne mérite pas de mourir de cette manière. Parce que c'est un homme qui a servi ce pays et qui a servi à des fonctions très hautes, de façon très honorable. Soumaïlou Boubeye Maïga, quand vous essayez dans son parcours avec sa génération, et peut-être, si je peux me tromper, la seule personne qui a pu faire en sorte qu'il devient indispensable au niveau de l'administration malienne. Soumaïlou, vous allez voir de 80 ans jusqu'à nos jours, tous les présidents qui viennent, vous n'avez pas le choix que de composer avec lui. Parce qu'il a un plis, il a une manière de faire, et il est ce qui lui, comme Karambe l'a si bien dit, c'est un homme de défis. Et c'est un homme aussi qui connaît très bien les règles de l'administration malienne, qui a servi à des fonctions hautes, comme je l'ai dit. Ce que je retiens de cet homme, c'est quoi? C'est que Soumaïlou, il a montré un moment au peuple malien que financièrement, le Mali peut compter sur lui-même pour pouvoir organiser des élections. La dernière élection en 2018, il a fait montrer aux bailleurs que nous, si vous n'acceptez pas nos conditions, nous allons organiser ces élections sans un franc qui vient de l'extérieur, et il a démontré par la suite. Quand vous allez essayer de voir aussi Soumaïlou, vous retenez en lui cet homme, quand il veut créer la réconciliation entre des groupes ou bien des individus, il le fait sans pour autant regretter. Vous allez voir l'exemple de Gbagbo aujourd'hui qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui se trouve sur le sol ivoirien. Il est parmi ceux-là, il est artisan, il est un acteur principal pour que Gbagbo, entre Gbagbo et Alassane, le courant puisse passer. Et par la grâce du Tout-Puissant, Gbagbo séjourne aujourd'hui en Côte d'Ivoire grâce aux actions que Soumaïlou a y amener. Soumaïlou, comme vous essayez de voir aussi dans le monde de la presse, il est respecté parce que tout le monde sait qu'il a une plume aussi extraordinaire. Et au niveau de sa famille politique, c'est quelqu'un qui ne fait pas des cadeaux à des individus. Quand il sait que réellement tu ne peux pas faire certaines choses, il ne risquerait jamais de te dire la vérité en face. Je vais prendre juste un exemple, c'est Karambe qui est en face de moi.
Lorsqu'Asma partait en congrès, je me rappelle une fois, c'était son beau-fils hein, qui était prétendu être avec Karamé en face, qui était prétendu être le président de la jeunesse. M. Soumaïlou a été très clair, il dit qu'il va mettre sa famille hors de ça et que vraiment son beau-fils de se mettre à côté, que Karamé puisse continuer à prendre le droit. Donc ça c'est un acte que j'ai trop aimé auprès de lui. Mais il est parti de façon vraiment, je ne sais pas si on va revenir à ce truc, il est parti de façon, il ne devrait pas mourir de cette manière. C'est quelqu'un qui a cherché à partir de se soigner. C'est quelqu'un, sa famille biologique est sortie à travers une correspondance pour demander que vraiment ce monsieur ne peut plus encore continuer à vivre. Donnez-lui à ce qu'on amène à l'extérieur et je me mets en garantie. Les médecins l'ont montré par la plus B. Mais enfin, les autorités n'ont pas compris de cette manière. Il a rendu l'âme en prison. Même si on disait un jour que Soumaïlou allait mourir en prison, personne n'allait croire. Mais enfin, c'est arrivé. La mort, c'est Dieu qui donne l'âme, c'est Dieu qui l'ôte. Et nous le souhaitons, nous prions le Tout-Puissant qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Et que son décès, soit, comme Tchéblé l'a dit, ce ne soit pas un chemin pour diviser, mais plutôt pour unir davantage le peuple malien. Il a donné de bons conseils à Karambé, comme il vient de le toucher. Si réellement on va dans ce sens, on pouvait surmonter et puis avoir vraiment une vision commune qui est de faire en sorte que vraiment les messieurs puissent puissent vivre en paix davantage dans sa tombe. Mais aujourd'hui, le décès de Soumaïlou, s'il y a quelqu'un qui perd, c'est le Mali qui perd. Parce que c'est quelqu'un qui il est mort en étant présent, étant innocent. On aurait dû accepter à ce qu'il parte se soigner et revenir. Au moins, là on pouvait le juger. Mais aujourd'hui, il meurt, tout est arrêté. Et voilà. Ok, très bien. Mahmoud Ould Abdraman, vous êtes le président du collectif des jeunes arabes pour le développement. Vous, qu'est-ce que vous retenez, donc je pose la même question à tout le monde, de Soumaïlou Boubaye Maïga? D'abord, avant de répondre à votre question, je transmets vraiment mes condoléances les plus attristées à la famille biologique, en même temps à sa famille politique. Ce que nous retenons de ce monsieur, c'est vraiment un monsieur, un grand commis de l'État. Et aujourd'hui, sa disparition, elle n'est pas seulement pour sa famille, ni pour sa famille politique, mais c'est une perte internationale, nationale. Parce que ce n'est pas le Mali qui a perdu aujourd'hui son fils, mais on peut dire que c'est toute l'Afrique qui a perdu un fils cher. C'est également une grande perte pour le Nord, parce que c'est un de nos grands responsables qui a eu, par ses expériences, toujours montré que rien ne vaut l'union, rien ne vaut vraiment l'unité autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous parviendrons aujourd'hui à nous accepter, à se serrer la main, à travailler dans la même direction. Aujourd'hui, sa disparition dans cette circonstance nous pousse à nous poser plusieurs questions. Est-ce que réellement, le Mali se retrouve aujourd'hui dans ses valeurs d'antan, à savoir la solidarité, l'union, le cousinage, le pardon? Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que, entre nous Maliens, nous voyons une situation de détresse et que nous ne nous assumons pas en face de la vraie version de fait. Il a demandé, sa famille a demandé à ce qu'on les libère pour aller se soigner, avec toutes les garanties nécessaires. Maintenant, le temps nous dira réellement ce qui s'est réellement passé. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le début des faits. On ne peut pas donner de conclusions vraiment assez approfondies, mais le temps est le maître. Et c'est en fonction de cela réellement qu'on saura beaucoup de choses. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, très bien. Merci beaucoup à Nas Ahmadou Maïga. Vous avez suivi en tout cas l'histoire avant sa mort, l'histoire judiciaire. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Parce qu'il avait quand même demandé à être évacué pour être soigné, pour bénéficier d'un plateau technique plus sophistiqué. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Okay. Mon frère disait que
le temps va juger. Bon, pour ce qui concerne déjà le mandat de dépôt jusqu'à sa mort, c'est des faits dont beaucoup de Maliens ont vécu, en fait. C'est des faits que beaucoup de Maliens ont vécu. On a assisté d'abord à un mandat de dépôt que beaucoup d'acteurs du monde juridique ont critiqué. Des magistrats, des juristes ont critiqué la procédure qui a conduit au mandat de dépôt du président Soumeylou Boubèye Maïga. Il y a eu au sein même de la Cour suprême des membres qui ont fustigé ce mandat de dépôt. Ensuite, il a été incarcéré, il est tombé malade déjà au niveau de la prison. Il y a eu une alerte pour demander son évacuation. L'évacuation a été accordée tardivement et plusieurs semaines après, elle a été validée par une ordonnance de la Cour suprême. Plusieurs semaines après son hospitalisation, il y a une ordonnance qui est sortie pour valider cette hospitalisation. Et après, à l'hôpital, faute de soins adéquats, la maladie s'est aggravée, la famille a encore alerté, le parti a encore alerté. D'autres acteurs au niveau national, voire même au niveau international, sont intervenus auprès des autorités pour demander à ce que le président Soumeylou puisse avoir une assistance. C'est avant même de parler d'un homme qui a servi l'État au plus haut sommet. C'est d'abord un citoyen malien et que ce soit la justice, que ce soit les plus hautes autorités, c'est leur devoir d'assister le citoyen, de défendre ses droits fondamentaux. Cela n'a pas été le cas de Soumeylou. On a vu d'autres acteurs dans la même posture que Soumeylou bénéficier d'évacuation à l'étranger, même des présidents de la République, des anciens présidents de la République. Pourquoi pas Soumeylou, qui n'a jamais été président, qui a toujours été sous ordre. Donc c'est pour nous une incompréhension. Peut-être dans l'avenir, nous saurons réellement pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais ce qui est sûr, on pouvait éviter cette situation. Certes, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort, mais pour le cas de Soumeylou, nous disons que des hommes ont contribué à sa mort, ont encouragé sa fin. Pour nous, c'est comme si c'était une fin programmée. Pour nous, c'était une fin programmée. Et l'avenir nous le dira. Ok. Abidina Karambe, pour vous aussi, c'est une incompréhension. Comment est-ce que vous le vivez? Bon, vous savez, de toute façon, l'histoire rétablira les faits. Et pour nous, c'est un détenu politique, c'était une séquestration. En lieu et place de la loi, c'est la force qui a prévalu malheureusement. De sa convocation au mandat de dépôt jusqu'à son transfert au niveau de la clinique, tous ces parcours, c'est des violations répétées de la loi. D'abord, c'est la haute cour de justice qui était normalement compétente. Il a rappelé, vous avez vu toutes les tollées que ça fait au niveau de la Cour suprême. Les hommes du droit même n'ont pas la même interprétation. Ceci étant, le droit à la santé, à la vie, est un droit constitutionnel. Le président, quand il était à la MCA, on a dit c'est une personnalité qui a occupé et gravé tous les postes, que sa place n'était pas à la maison centrale d'arrêt. Il passait la nuit avec plus de 77 détenus, proches des délinquants les plus criminels. On a demandé à ce que sa condition soit revue de détention. Nous avons reçu un refus catégorique de la part des autorités de la transition. On a alerté que c'est un monsieur qui avait subi une opération du cœur.
et que chaque 2 mois, 3 mois, il faisait un suivi régulier. Étant à la maison centrale, il ne recevait plus ce suivi-là. Donc de là-bas, son état de santé a fortement dégradé. Et c'est dans la nuit de, je ne me rappelle pas trop, à 22h, il a été transféré urgemment à la clinique Pasteur. Alors arrivé là-bas, les médecins eux-mêmes, son médecin traitant, le colonel Ouloya, qui le suivait depuis fort longtemps, a tiré la sonnette d'alarme que le président est gravement malade. Et dans le rapport, il est dit clairement son pronostic vital est engagé à court terme. On a attiré l'attention des autorités de la transition. Eux-mêmes, ils ont commis, le gouvernement a mis en place une commission pluridisciplinaire qui est arrivée à la même conclusion que la conclusion du médecin traitant, mais qui était beaucoup plus poussée. Toujours qui disait l'impérieuse nécessité de l'évacuer. Les médecins qui sont au niveau de la clinique Pasteur, eux-mêmes disent que leurs plateaux techniques ne peuvent plus continuer à faire le suivi du président. Nous, sa classe politique, 3 conférences de presse. La jeunesse de son parti est partie tenir devant la Cour suprême. Un sitting pacifique, toujours demandant à la Cour suprême de donner l'autorisation pour son évacuation. Peine perdue. On a démarché les autorités religieuses traditionnelles. Tu mets ses amis à un niveau plus exceptionnel. Tout le monde a contribué en demandant aux autorités de la tradition. Toutes ces démarches sont restées vaines. Et récemment, sa femme, le collectif de ses avocats, chacun à l'unanimité ont demandé son transfert. Alors pour vous aujourd'hui, quel serait l'avenir du parti ASMA? Oui, j'en arrive. Donc pour nous, comme il a dit, c'était un assassinat programmé dans la lecture que nous faisons. Mais comme je l'ai dit, l'histoire rétablira les faits. On sait que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui ôte la vie, ça nous le savons. Mais les conditions dans lesquelles Boubèye est décédé, c'est ce qui nous fait mal. Parce qu'il avait beaucoup à apporter pour son pays et pour l'Afrique. Quand son décès, c'est loin d'être terminé, nous sommes en deuil, nous observons les délais du deuil. Et croyez-moi, nous n'allons pas nous laisser les bras croisés. Toute la le parti fera des actions, c'est pour ça qu'il demande certainement, c'est une évidence. Maintenant, nous qui sommes ces héritiers politiques, la mort de Soumaïlou aujourd'hui a contribué à unir les militants de l'ASMA. C'est un défi. Il est mort pour ses convictions. Si jamais Boubèye acceptait que la durée de la transition soit prolongée, croyez-moi qu'on n'en sera pas là. Il avait toujours dit le délai de la transition, conformément à la charte, c'est 18 mois. Ça, c'est les Maliens qui ont consenti. Et il avait fait un regroupement des autres formations politiques pour faire un bloc autour de ça. Tout est parti de là, c'est la bataille du pouvoir. Et nous, l'ASMA, nous sommes plus que jamais soudés pour défendre ses idéaux, sa conviction. Pour garantir l'avenir du parti. Si nous ne le faisons pas, nous aurons dû trahir la mémoire de Boubèye. Parce qu'il y a un acteur politique qui disait lors de la cérémonie que Boubèye a toujours dit, en tout cas lui a dit au niveau de la prison centrale, en ces termes que lui, son esprit, son souhait, c'est que son esprit ne soit jamais atteint, mais que son corps, peut-être lui, peut être atteint, mais pas son esprit. Oui, il avait dit parce que c'est l'autre là qui était président de la SCT, Kaoudjim. C'est ça. Qui était un peu emporté par ce que lui, tant que Kaou lui est arrivé, et ce qui a permis à Kaoudjim de supporter. Boubèye lui a dit, si tu veux vivre ici en homme, il faut dissocier ton corps de ton esprit. Voilà. Et tu auras moins de mal. On peut emprisonner quelqu'un, le matériel, mais on ne peut pas emprisonner sa pensée.
Et il a dit à Kaoudim, si vous voulez vivre ici et sortir la tête haute, dissociez votre corps de votre âme. Tout à fait. Donc pour nous, Bien. ça fait mal, Ok. mais nous allons Bien. défendre les- Abdelaziz Oumar Diallo, quel sentiment vous anime aujourd'hui? Non, sans vous mentir, moi, j'ai très mal, je vous assure, sans mentir. J'ai très mal au fond de moi de tout ce qui s'est passé, Boubé, de son arrestation. Il est un être humain, il est un homme, comme tout le monde, il est justifiable. Ça, on va pas, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais quand Boubé a été arrêté, je me suis dit que Boubé, il a plus à gagner au Mali qu'à l'international. On pouvait juste lui accorder une liberté provisoire, confisquer son passeport et tous ces documents pour l'empêcher de ne pas voyager. Et puis quand la justice aura besoin de lui, on le fait appel. Ça n'a pas de problème. Maintenant, quand il était à la MSA, je me disais encore, au lieu d'amener Boubé à la maison centrale d'arrêt, on pouvait l'amener comme quelque part, comme un lieu bien où on va les surveiller, un lieu bien sécurisé, où on va les surveiller. Il n'a pas bénéficié de tout ça. Après, le médecin a montré par la plus B que vraiment c'est quelqu'un qui est en train de perdre du poids. Ils ont commencé par ça. Et qu'il est malade. Et il doit vraiment recevoir des soins. Et les plateaux techniques du Mali, il n'y a pas de plateau technique au Mali qui peut faire face à ça. Et comme il a dit, les gouvernements n'étaient pas d'accord. Ils ont commis d'autres médecins. Moi, j'ai pensé qu'après les rapports des médecins du gouvernement, aussitôt, les autorités devraient agir, faire en sorte que vraiment ils puissent être évacués au niveau à l'international pour recevoir des soins. Ça n'a pas été fait. Quand il a été transféré à la clinique aussi, j'ai vu l'étude de la clinique qui a montré exactement que son plateau technique ne le servait pas, ne peut pas tenir face à la maladie de Boubé. Donc je me disais encore que vraiment il allait recevoir de la part des autorités pour être évacué à l'international. Mais les gens sont restés vains à tout ça. Les gens sont restés niais à tout ça. On dirait tout ce qu'on disait, ça passait par... ça n'avait pas d'impact. Mais moi, je n'accusais pas les autorités de la transition. J'accuse au niveau de la justice. Nous sommes dans un pays souverain où la justice a son rôle à jouer. La liberté provisoire ou bien l'autorisation d'être évacué, ça c'est la Cour suprême qui peut donner ça. Les procureurs et les juges d'instruction, ils auraient dû vraiment assister cette personne qui était en danger. On nous a dit dans nos notions de base, quand quelqu'un est en danger et que vous n'arrivez pas à l'assister, on peut vous poursuivre pour ça. Boubé était en danger, ça a été montré par la Cour suprême, les preuves sont là, qu'il était en danger, qu'il doit être évacué, ça n'a pas été fait. Donc le procureur aurait dû prendre sa responsabilité en main, et regarder sa conscience et puis accepter de l'évacuer. Maintenant, si Boubé, surtout sa femme a donné une garantie totale, il dit, je prends la garantie de l'amener à l'extérieur et de retourner encore avec lui. Et Boubé aussi, il y a les élections qui pointent à l'horizon quand même. Quelqu'un qui veut être président de la République du Mali, qui a un parti qui pensait que vraiment, après les élections, juste après la transition, celui qui devait venir, il a plus à gagner au Mali que de rester à l'international. Je ne vois pas pourquoi il va partir en France ou bien quelque part et rester pour refuser de venir. Il a plus à gagner au Mali qu'à l'international. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. J'ai mal. Pourquoi pas pour... Je ne souhaiterais pas quand même qu'un autre Malien puisse se retrouver dans ces mêmes conditions-là. C'est ce qui me fait mal, c'est ce qui me fait peur. Demain, quelqu'un qui a le même rang de Boubé va croupir encore en prison, mourir en prison. Il y a une part de vérité, comme il a dit, il y a une part de vérité. Il a été quand même, il a été appelé à la justice par rapport à un sujet bien déterminé. Et il est mort sans que nous ne sachions sa part de vérité. Pour pouvoir arriver à tout ça, pour pouvoir faire court à tout ça, on pouvait accélérer les jugements quand même, lui permettre de s'exprimer. S'il était coupable, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il est décédé, il n'a pas parlé. Et c'est de quoi on l'accuse même, pour dire qu'il a fait des détournements, tout ça, dans tout ça. Maintenant, c'est la justice, c'est le Mali qui perd. Bien. Mahmoud Ould Dramane, un dernier mot là-dessus. Quelle est votre impression sur la question? Bon, moi aussi, je vais m'inscrire toujours dans la même ordre d'idée que mes co-débatteurs ont déjà utilisé. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je crois qu'on peut traiter cette problématique à travers plusieurs pistes, en fait. La première piste, d'abord,
c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'État, c'est lui le chef d'abord. C'est lui qui avait tous les moyens de prendre vraiment des décisions responsables, des décisions vraiment plus prioritaires par rapport à la santé des Bouboués. Mais ce n'est pas l'État qui l'amène là-bas, c'est la justice qui l'amène là-bas. J'arrive. Quand on parle de l'État, il y a la justice. C'est le tout en fait. L'État, c'est un tout. On ne peut pas dissocier l'État de la justice. Maintenant, quand on prend la justice, effectivement, la justice a son rôle à jouer. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est le temps qui nous donnera raison. Vous allez voir peut-être dans les semaines à venir que beaucoup des hypothèses seront utilisées. Et c'est à nous maintenant de confirmer réellement si ces hypothèses... Vous, quelles sont vos hypothèses? Oui, quand je parle de nous, je parle du public. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez réfléchi à des hypothèses? C'est ce que je vous dis, c'est le temps qui donnera des hypothèses. Les hypothèses seront... Tout ce que nous sommes en train aujourd'hui d'utiliser, c'est des hypothèses en fait. Parce que ça a confirmé. Si toutefois les hypothèses sont toutes confirmées, que réellement les conditions qui ont été utilisées vraiment inhumaines pour vraiment amener maintenant jusqu'au décès maintenant de Bouboué sont vérifiables, sont vraiment fondées sur la logique. Ensuite, parce que ça, c'est des choses... Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites et aujourd'hui, après, est-ce que, même si la vérité éclate, est-ce que vous croyez encore en la justice? La meilleure hypothèse aujourd'hui que tout le monde attend, c'est celle de la justice. Que la justice éclaircisse l'opinion nationale et internationale sur ces circonstances. Parce que pourquoi leur silence durant tout ce processus? D'accord. Ok, très bien. On va rapidement poser une dernière question sur le sujet pour, en tout cas, les militants du parti ASMA. Vous, aujourd'hui, vous attendez quoi aujourd'hui encore de l'État malien, des autorités de la transition? Bon. Et sous le contrôle de mon président, je pense que tout le monde a à gagner à ce que le processus continue. Que la justice n'arrête pas la procédure et qu'on arrive vraiment à apporter une vérité aux Maliens. Parce que dans Bouboué, il a eu confiance en la justice malienne. Il l'a dit. Et c'est pourquoi, contrairement à d'autres, il n'a pas fui. Il est resté, il s'est mis à la disposition de la justice pour que la vérité soit dite. Et nous attendons de la justice, des plus hautes autorités, que la procédure continue, qu'il y ait un procès. Cette fois-ci, qui va répondre à la place de Bouboué, qui malheureusement est décédé dans les conditions que nous connaissons. Mais pour l'honneur de Bouboué, pour l'honneur de la justice malienne, pour la responsabilité, le sens de la responsabilité de l'État, il faudrait que la procédure continue et que la vérité soit dite sur ces affaires qui, depuis 2015, continuent. C'est vraiment ce que nous attendons. Okay. Je voulais juste réagir par rapport à ça. Rapidement. La procédure ne peut pas continuer parce que Bouboué, celui qui devait répondre en face, il n'est plus là. Donc automatiquement... Bouboué n'était pas le seul, au fait. Bouboué n'est pas le seul, exactement. Les autres, la procédure va continuer. Oui, exactement. Mais les cas Bouboué, quand même, la procédure va s'arrêter parce qu'il est décédé. Bon, Bouboué, comme Bouboué n'a pas été le seul arrêté, déjà on pense que Bouboué, si on prend l'affaire dans l'ensemble, Bouboué n'a pas été le seul à agir. Bouboué, d'abord, il a agi sous l'ordre d'un président de la République à l'époque, d'un premier ministre. Et aujourd'hui, il y a d'autres et aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui sont en prison dans la même affaire. Et ces gens-là peuvent aussi apporter des éclaircissements dans l'affaire. Et peut-être qu'à travers eux, la vérité sera dite et que Bouboué sera soit blanchi ou même à titre posthume. Donc il y a des gens qui détiennent des éléments. Parce que quand on a vu le procureur à la télé à la veille de l'arrestation de Bouboué, il disait, si je ne me trompe, qu'il y a eu de nouveaux éléments qui leur poussent à exactement. Donc ces nouveaux éléments peuvent amener à... Qui ont conduit son placement sous mandat de dépôt. Donc ces nouveaux éléments aussi peuvent amener à un procès où ceux qui sont restés
qui aussi peuvent mourir dans les mêmes conditions que Boubé soient jugés. Et si il faut les condamner, s'il faut les libérer, ce sera aussi bien pour l'image de l'État et pour l'image de notre justice. Ok, très bien. Abidina, ce que vous attendez à la fin, aujourd'hui en tout cas, après le décès de Soumaïlou, vous attendez des autorités? Ok, merci. Vous savez, dans la tragédie qui nous est arrivée, juridiquement, le décès de l'inculpé met fin à l'action publique. Maintenant, il se trouve que sous la couverture de la lutte contre la corruption, que tout ça s'est fait. Et aujourd'hui, nous avons la ministre Félicie Soko, qui est d'ailleurs malade, qui est au centre Boulé. Il y a le ministre Camara, l'ex-directeur du cabinet du président de la République, qui sont tous dans le même dossier. Il a dit, pour Boubé, l'action publique est éteinte, mais pour les deux autres, par morale et pour envie d'élucider l'opinion nationale, la situation ne peut pas demeurer comme ça. On ne peut pas continuer à les garder. 7 mois, 8 mois, 1 an après leur détention. On ne juge pas, on n'instruit pas le dossier. On les garde. Comme la justice elle-même a dit qu'elle a des éléments nouveaux, mais qu'il édifie l'opinion nationale. Ça, c'est la première phase. En ce qui concerne Boubé, pour Boubé, c'est terminé. Maintenant, l'autre marche, pour nous-mêmes et pour la postérité, comme il a eu à le dire, force doit rester à la loi. Ni n'est et ne sera au-dessus de la loi. Pour le décès de Boubé, c'est sûr et certain que nous nous battrons pour que les responsabilités soient situées et que la justice soit faite. Parce que là, c'est un danger. Que le cas de Boubé serve d'exemple. On ne peut pas continuer à s'amuser avec la vie des gens dans un État démocratique. Et je l'ai dit, nous n'allons pas laisser les bras croisés. Nous avons assez d'éléments. Assez d'éléments. Nous savons qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, et les documents que nous possédons. Mais certainement, on ne va pas laisser comme ça. Il faut que justice soit faite. Et que Boubé, c'était un présumé innocent. Ok. Très bien. Merci. Donc on va faire un dernier tour de table, cette fois rapidement sur les négociations entre le Mali et la CEDEAO. On va commencer avec Mahmoud Ould Abdraman. Quel est votre point de vue? La durée, toujours, on n'arrive pas à savoir la transition va finir quand. Depuis un mois donné, on nous avait dit que c'était les assises nationales de la refondation qui allaient déterminer cela et les négociations se poursuivent. Vous, quel est votre regard sur ces négociations à répétition? Merci beaucoup, Méga, pour cette question. Elle est très pertinente. Nous attendons tous une réponse vraiment de l'État ou bien des autorités de la transition par rapport à cette question. Aujourd'hui, je crois que le retard n'arrange personne. Ça n'arrange ni les autorités de la transition, ni la CEDEAO. Je crois que l'État ou les autorités de la transition doivent vraiment trouver des stratégies, des canaux, des mécanismes pour que réellement cette transition-là ait au moins un chemin et que ce chemin réellement arrive à bon port. La CEDEAO aujourd'hui, c'est-à-dire on essaie de trop commenter la CEDEAO pour créer des problèmes autour de la CEDEAO. La CEDEAO d'abord est une association de chefs d'État et ils ont des règlements. Ils ont des statuts qui les régissent. Et chaque fois que nous nous retrouvons dans cette histoire de coup d'État, il y a déjà, c'est-à-dire des sanctions, il y a déjà de punitions qu'on prend, et que c'est à travers également de règlements de loi qu'on essaie maintenant de trouver une réponse à cela. C'est ce qui a amené aujourd'hui qu'il y a un problème entre nous et la CEDEAO. Maintenant, c'est à la CEDEAO réellement
de savoir que le peuple malien, ce n'est pas seulement les autorités de la transition qui souffrent aujourd'hui, mais ces autorités traditionnelles de transition, il y a également tout un peuple qui souffre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Mali. À travers les sanctions. À travers les sanctions, voilà. Ce n'est pas seulement le Mali qui souffre aujourd'hui de ces sanctions, mais c'est toute l'Afrique. Par rapport à la durée, vous dites quoi? Par rapport à la durée, je crois qu'aujourd'hui, les autorités de la transition doivent réellement revoir un calendrier vraiment raisonnable dans lequel ils vont se retrouver, c'est-à-dire dans la même raison que la CEDEAO et mettre fin vraiment à cette problématique qui n'a pas sa raison de durer. Okay. Merci beaucoup. Abdelaziz Oumar Diallo. Ok, maintenant quand on essaie de voir les négociations entre le Mali et la CEDEAO, c'est très normal, lorsqu'il y a un problème, il faut en parler. Il faut en parler pour pouvoir avoir une solution idoine. Vous avez vu, c'est vrai, comme il a si bien dit, la CEDEAO c'est un regroupement des chefs d'État qui a des textes, mais malheureusement dans ces cas, la CEDEAO même a des problèmes avec ces textes. Parce que quand vous essayez de voir au niveau des sanctions qui ont été imposées, les avocats du Mali qui ont été commis au niveau du Mali ont déposé une plainte au niveau de la justice de la CEDEAO. Et cette cour a demandé vraiment au chef d'État de suspendre. Ça c'est l'UEMOA. L'UEMOA au niveau de l'UEMOA plutôt, de suspendre. Donc ça, quand on essaie de voir, c'est comme quand les chefs d'État de la CEDEAO prennent des décisions, ils ne font pas recours à leurs experts. Sinon, on n'aurait dû pas être dans ces conditions-là aujourd'hui. Maintenant, ce qui est là, on est parti de 5 ans. Voilà, on est parti de 5 ans. On s'est retrouvé à 4 ans. C'est l'État malien qui propose. L'État malien a proposé 5 ans. Accra, à Abuja, ils sont retrouvés à 4 ans. De 4 ans, la dernière fois, quand ils sont revus, avec Goodluck Jonathan, c'est ressorti de 2 ans qui est ressorti. Donc cela veut dire que vraiment, l'État malien est en train de faire un pas raisonnable. La CEDEAO aussi de son côté, ils ont de 12 mois à 16 mois. Donc cela veut dire qu'il se pourrait qu'un consensus pourrait être trouvé. Si seulement si le président du Mali avait accepté de prendre part à la rencontre d'aujourd'hui. Vous allez trouver un consensus. C'est pour lui qu'on allait juste l'appeler pour lui faire comprendre que vraiment, puisque les premiers ministres, ils n'ont plus confiance encore aux premiers ministres, et que vous, en tant que chef d'État, donnez-nous des garanties qui prouvent que vous allez respecter les 2 ans. Et ils allaient se pourquoi il n'est pas parti? Mais malheureusement, le président n'est pas parti parce que beaucoup pensaient qu'il ne devrait pas prendre part. Est-ce qu'on peut gérer on ne peut pas gérer un État aussi étant ne pas écouter les autres. Quand c'est une affaire de... Les autres, c'est pas écouter les bruits. C'est une affaire de ce père quand même. C'est une affaire de ce collègue président. Il aurait dû prendre part, les écouter. S'il y a des dispositions sécuritaires auxquelles il a eu peur, qu'il prenne des dispositions sécuritaires pour prendre part à ça. S'il avait accepté de prendre part à cette rencontre d'aujourd'hui, on aurait dû avoir... une porte de sortie. Une porte de sortie. Voilà, merci beaucoup. Anas, rapidement, par rapport à la... En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus la CEDEAO qu'on attend, en fait. C'est surtout les autorités maliennes qu'on attend. C'est à eux de faire des propositions pragmatiques, raisonnables. Et déjà... 24 mois, ce n'est pas raisonnable pour vous? Pour nous, déjà, la CEDEAO, l'Union africaine, ne sont pas dans ce registre-là. L'Union africaine dit pas plus de 16 mois. La CEDEAO dit pas plus de 12 mois. Donc, de 12 à 16, la CEDEAO est 12 à 16 maintenant. Ok, la CEDEAO. 12 à 16, à 16 mois. Donc, déjà, là, les autorités maliennes doivent s'inscrire dans ce registre, entre les 12 à 16 mois. La CEDEAO a pris des sanctions aujourd'hui qui ont commencé à faire effet sur les populations maliennes. Et pour que ces sanctions-là soient levées, il faudra que les autorités maliennes et la CEDEAO puissent s'entendre. Et tant qu'ils ne s'entendent pas, ce sera difficile de lever ces sanctions et les populations maliennes continueront à souffrir. Et ce n'est pas bon pour personne. Absolument. Nabidina. Ok, merci. Moi, je n'accuse pas la CEDEAO. La CEDEAO est dans son rôle. L'État malien, c'est un État fondateur de la CEDEAO. Les textes de la CEDEAO sont très clairs, c'est les principes. Mais ce qui arrive au Mali, on ne peut pas penser que c'est toute la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU qui est contre le Mali.
Mais c'est dont il s'agit. Il ne s'agit pas de marchander sur l'intérêt supérieur de la nation. 18 mois, vous n'avez même pas pu proposer un simple calendrier. Et vous êtes en train de faire subir tout le peuple malien. Les gens ont faim. Le panier de la ménagère est là. Nous sommes à l'approche du mois de carême. Dans les domaines de BTP, on ne peut pas construire. Vous pensez que la vie d'un être humain est liée, présenter un simple calendrier et aller aux élections? Si ce n'est pas dans la tentative de confisquer le pouvoir. Pour moi, on en a assez souffert. On n'est jamais à 100% prêt pour organiser les élections. La sécurité, 0% sécurité, il y en a, ça n'existe nulle part. Mais il faut amoindrir la souffrance de la population. Ça ne va pas partout. Rien ne va, tout est cher. Alors devrons-nous continuer à souffrir au nom d'un nationalisme étriqué? Quand même, sachons raison garder. Pour moi, la CEDEAO est dans son rôle. C'est l'État malien qui doit fournir l'effort. Proposer un calendrier raisonnable. On a perdu 18 mois. Vraiment. 2 ans, 16 mois. Tout ça, là, proposer quelque chose pour qu'on sorte de cette situation. Vous proposez combien de mois? Nous, au niveau du cadre d'un parti politique, on a dit on donne la possibilité au cadre, dans 9 mois, nous pouvons organiser les élections. Merci beaucoup. Voilà, Abidina Karambé. Donc, c'est ce qui me fait à cet échange, à ce débat de Alafia Hebdo qui était consacré essentiellement sur le décès de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, mais également sur les négociations entre le Mali et la CEDEAO, sur l'adoption d'un calendrier électoral, en tout cas pour mettre fin à la transition, un calendrier qui permettrait de mettre fin à la transition. Donc merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous étions sur ce plateau avec Anassa Ahmadou Maïga, qui est militant politique. Merci beaucoup Anas d'avoir accepté notre invitation. Nous étions également avec Abidina Karambé, qui nous a donné son point de vue sur ces deux sujets. Il est le président de la jeunesse Asma. Merci beaucoup Abidina. Merci. Et enfin, nous avions Abdelaziz Oumar Diallo, qui est analyste politique. Merci Abdelaziz. Et enfin, voilà, Mahmoud Ould Abdraman, qui est le président du COJAD, du collectif des jeunes arabes pour le développement. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi ce débat sur Alafia TV tous les samedis à partir de 21h15, rediffusion dimanche à partir de 21h15. Donc, à la même heure. À très bientôt.